Bonjour, eh bien, malgré la crise chypriote, malgré les graves problèmes politiques rencontrés par l'Italie et une situation macroéconomique mauvaise, même très mauvaise en Europe, eh bien, les marchés résistent assez bien. À Paris, au cours de la période sous revue, le CAC 40 évolue entre 3700 et 3800 points. Il est en hausse de 2 à 2,5% suivant les moments depuis le début de l'année. Il est vrai que nous sommes tirés par une formidable locomotive, l'Amérique. Là-bas, les indices boursiers volent de record en record, et pas des records intermédiaires, mais des records historiques. Le Dow Jones et même le Standard & Poor's se sont installés à des niveaux qui n'avaient jamais été atteints. Bien sûr, là-bas, l'autre côté de l'Atlantique, la croissance est là. Et là, elle est même bien là, elle est même très présente. C'est parti il y a un an avec la reprise dans l'immobilier. Après le terrible cataclysme provoqué par l'éclatement de la crise des subprimes, eh bien, on s'en souvient, c'était en 2007. C'était le début de nos ennuis. Le déclenchement du chapelet de crise qui a suivi nous a amené à passer des périodes très difficiles, on y est toujours, mais là-bas, l'immobilier qui avait provoqué ce cataclysme, l'immobilier est bien reparti en Amérique. Il y a un an, il est reparti avec une hausse du prix des maisons, en augmentation des demandes de permis de construire également en augmentation, et même des mises en chantier qui ont également augmenté. Du côté de l'emploi, là-bas, toujours aux États-Unis, tout s'enchaîne, ça va mieux également. Le taux de chômage est revenu à 7,7%, c'est très bien, mais pas suffisant pour la Fed, la Banque fédérale américaine, qui trouve la reprise de la croissance encore trop faible et qui voudrait ramener, dans tous les cas, le taux de chômage à 6,5%. Tant que ça ne sera pas touché, la Fed gardera sa politique très accommodante qui, bien sûr, favorise les marchés. Alors cela laisse de la marge, ça laisse du temps pour continuer à progresser, si j'ose dire, d'autant qu'avec tous ces événements favorables, eh bien, ma foi, la bourse américaine, comme je vous le disais tout à l'heure, progresse beaucoup puisqu'elle bat ses records historiques. Alors ça fait des effets croissance considérables. Hausse des prix dans l'immobilier, les gens se sentent plus riches, c'est quand même quelques 60% du patrimoine des Américains. Un marché du travail plus facile et on n'est plus décontracté. La bourse qui est au plus haut. Tout cela fait que provoque un effet richesse considérable, la confiance revient et les Américains achètent, ils consomment, la croissance et là le cercle vertueux est bouclé. Bien sûr, il arrive que lors de la publication de certaines statistiques un peu moins bonnes que ce qui était prévu, mais pas catastrophique pourtant, mais le marché réagisse exagérément, c'est souvent le cas, mais cela ne remet pas en cause la bonne orientation de l'économie américaine qui est dopée par le développement, en plus, il ne faut pas l'oublier, du gaz de schiste, véritable révolution aussi bien dans l'énergie que dans l'économie. Voilà qui nous permet de sauver la face. On emboîte, nous, le pas à l'Amérique, mais l'Europe est malade, bien malade. Les crises européennes se succèdent. Pour les endiguer, on est partagé entre la rigueur et le souci de ne pas replonger dans la récession. On n'en est pas loin. Et ici, la croissance a complètement disparu. Dans un monde partagé en trois grands blocs économiques, l'Amérique, les émergents et l'Europe, il ne faut pas qu'il y ait un bloc qui flanche, sinon c'est l'ensemble, bien sûr, qui est fragilisé. Pour l'instant, la bonne santé de l'Amérique, le relatif équilibre des événements nous évite, nous, Européens, de tomber dans le gouffre. Mais dans l'immédiat, nous ne voyons pas en Europe, malheureusement, de raison pour que la situation s'améliore rapidement. Jean-François, qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors écoutez, je vais faire un crochet qui va apparemment nous éloigner de FCP Montpellier, mais qui va revenir quand même sur une partie de ce que vous venez de dire et qui va se conclure par une conséquence sur nos investissements. C'est ce qui se passe au Japon. Je crois que c'est très important de le dire et de l'avoir en tête. Depuis l'élection du nouveau Premier ministre, M. Abe, il y a de grands changements qui sont intervenus dans la politique économique japonaise. M. Abe a déclaré qu'il n'y avait pas assez d'inflation au Japon. C'est assez rare que vous entendiez un homme politique, un dirigeant, dire cela. Et il a fixé un objectif d'inflation à 2% au lieu de 1%. Nous, on ne veut pas le dépasser, eux, ils veulent l'atteindre. Oui, parce que leur maladie, ce n'est pas la même que la nôtre. Leur maladie, c'est la déflation depuis 20 ans. Et il veut rompre avec la déflation. Et pour cela, il a nommé à la tête de la Banque du Japon un gouverneur qui partage ses idées, M. Kuroda, et qu'il s'est engagé dans une expansion monétaire par des achats massifs d'actifs
avec l'idée de doubler la masse monétaire en 2 ans. D'ici 2015, la masse monétaire japonaise doit avoir doublé. Dans le même temps, la Banque du Japon étend la maturité moyenne de ses émissions et procède à des rachats dans le but de faire baisser les taux de rendement et de montrer le ferme soutien à la politique économique expansive. C'est un volontarisme sans précédent. Jamais on n'a vu cela au Japon. Alors tout ça a des conséquences qui sont massives. Et c'est pour ça que voilà, derrière, tout s'enchaîne. La baisse du yen par rapport au dollar en 6 mois, depuis le début de cette stratégie, 18,5%. Par rapport à l'euro, 17,5%. La hausse du Nikkei sur les 6 derniers mois, 43,5%. Ça, on ne dit pas le mot, mais c'est la guerre des monnaies. Hein. C'est une partie de la guerre des monnaies, bien entendu. Alors ça, c'est les conséquences de la politique. Et maintenant, on regarde les conséquences des conséquences. Les conséquences d'un yen qui est autant affaibli par rapport au dollar. Et comme vous le savez, la monnaie chinoise, le yuan ou le renminbi, est corrélée au dollar. Ça veut dire que le yen s'est également affaibli de 18,5% par rapport à la monnaie chinoise et, disons-le, par rapport à la plupart des devises du sud-est asiatique. Ça veut dire que dans un certain nombre d'industries, le Japon a retrouvé une compétitivité qu'il avait perdue. Je pense notamment à l'automobile et à l'électronique. Tous les pays d'Asie du Sud-Est sont plus ou moins affectés. Alors, tout ceci touche donc dans notre stratégie d'investissement, ça affecte un petit peu les émergents. Et les émergents, on espérait une croissance de 5 à 6, peut-être qu'on va être plutôt vers 4,5, 5 finalement. Pas mal quand même. Mais par contre, pas mal quand même, tout à fait. Mais par contre, ça ne touche pas du tout, ou peu, les États-Unis. Pourquoi ? Parce que la compétition, les productions ne sont pas les mêmes. Les productions américaines ne sont pas en compétition avec les productions japonaises. On a beaucoup plus de compétition, par exemple, sur les appareils électroniques. L'automobile quand même. Hein. L'automobile, oui, pour les automobiles japonaises vendues aux États-Unis, elles sont fabriquées aux États-Unis. Et donc, c'est un point, et c'est là où on en arrive à FCP Mon PEA, qui accentue notre priorité désormais sur les États-Unis plutôt que sur les émergents. On voyage beaucoup aujourd'hui hein, pour parler d'FCP Mon PEA, l'Amérique, toute l'Europe, les émergents, le Japon. On voyage beaucoup, mais on pourrait revenir donc à Paris, où FCP Mon PEA, on est à la fin du premier trimestre. Ben, il a encore progressé un petit peu au premier trimestre, il a encore progressé, mais le CAC aussi. Hein. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai qu'on a un petit peu moins bien fait que le CAC 40, mais néanmoins, depuis l'origine, on a toujours plus de 21% d'avance, c'est-à-dire que le CAC a fait un peu moins de 6% depuis l'origine du produit, qui va pas tarder à fêter c'est 3 ans. C'est 3 ans, hein, dans le 27 mai. Exactement. Et le fonds, lui, a enregistré une performance de pratiquement 27%. Donc, ce qui est encore effectivement un peu de ralentissement, mais... Oui, c'est une très très belle performance. Exactement. Alors pour essayer de continuer cette performance, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois ? Donc il y a eu peu de mouvements sur le portefeuille, c'est-à-dire pas de vente sèche et pas d'achat. On a fait quelques arbitrages, hein, notamment on a pris des bénéfices sur certaines lignes, prises de bénéfices partiels, comme notamment Generali, hein, que nous avons vendu à 14,60 pour un prix de revient de 10,23, si mes souvenirs sont exacts. Nous avons également allégé Austria Microsystems, donc à 106, 107 de vente, on a un prix de revient de 78. Ouais. Et en contrepartie, donc nous avons renforcé des titres qui avaient un petit peu moins bien fait depuis quelques semaines, donc notamment Alstom que nous avons renforcé autour des 31. On a quand même un prix de revient autour de 29. Hein. On reste nettement au-dessus. Mais pas grand-chose en termes de mouvement. Ce que je peux dire peut-être sur le portefeuille, oui. Ce que je peux dire, c'est que en fait, sur 2013, nous avons un PE de l'ordre de 12,5%, oui. Avec une croissance, un rapport court-bénéfice, pardon. Oui, mais supérieur au rapport court-bénéfice moyen. Hein. Alors, supérieur à celui du CAC 40, mais par contre, sur 2014, puisque maintenant, il faut avancer avec le temps, sur 2014, nous avons un PE de l'ordre de 10,5, donc en ligne avec le CAC 40, mais par contre, nous avons une progression des résultats de l'ordre de 24% en moyenne sur le portefeuille, ce qui est
toujours une croissance nettement à prix supérieur. raisonnable. Oui, Voilà. et nettement supérieur au CAC. Donc, on ne change pas de stratégie, hein, messieurs. Exactement. OK. Eh bien, je vous remercie.